OK. Donc, bienvenue tout le monde sur notre deuxième volet de formation sur l'évaluation. Le premier volet a eu lieu à la fin septembre. C'était sur l'évaluation, les bases un petit peu plus théoriques, puis aussi sur les traces d'évaluation qu'on pouvait consigner. Aujourd'hui, on va aborder vraiment la rétroaction en termes d'évaluation. Donc, j'espère que tout le monde a cliqué sur la prise de présence, a fait sa prise de présence. Et sinon, eh bien, le lien est toujours accessible dans le clavardage. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir, quand on parle de rétroaction, qu'est-ce que c'est pour vous? Et je vais cesser mon partage d'écran pour en fait, vous faire apparaître un tableau blanc. Et en seulement un mot ou quelques mots, j'aimerais que vous alliez en haut où c'est écrit annotation ou annoter, en fait. Non, option d'affichage, excusez. Cliquez sur le en haut complètement, vous allez voir un petit onglet option d'affichage et vous allez pouvoir cliquer sur annoter. Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner la zone de texte pour venir, le grand T, pour venir écrire un mot, quelques mots qui vous viennent en tête. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la rétroaction dans un premier temps? Fait qu'on va pouvoir bâtir là-dessus par la suite. Je vous laisse une petite minute pour répondre. Donner des défis et des forces, des ajustements dans l'enseignement, communiquer, aide à l'élève, donner la chance de s'améliorer. On est plusieurs aujourd'hui, hein? Commentaires constructifs, échange, permet d'apprendre très bien. Vous pouvez déplacer aussi vos zones de texte, là. Des critiques constructives, oui. Faire un retour sur le travail. Commentaires et retours signifiants à l'élève. Un suivi des apprentissages. Euh, Vos réponses sont toutes évidemment bonnes. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. On va voir ensemble plus en détail en quoi ça consiste, la rétroaction maintenant. Oui, alors c'est un diagramme que j'ai adapté de Steven Kotler qui a écrit The Rise of Superman, puis lui-même a pris il s'est inspiré, mon Dieu, le nom, c'est un nom vraiment, vraiment compliqué. Je vais l'ajouter sur notre présentation par la suite. Mais bref, c'est un diagramme que j'ai utilisé avec les élèves parce qu'on fait appel à leur émotion, de comment ils se sentent face à une tâche, puis ça leur donne un peu plus d'emprise par la suite, puis nous, ça nous donne une belle porte d'entrée pour la rétroaction. Alors, dans le diagramme, dans le fond, sur l'axe vertical, c'est la difficulté, le niveau de difficulté de la tâche, puis sur l'axe horizontal, on a le niveau de compétence de l'élève. Ça revient un peu à la zone proximale de développement, sauf que si tu demandes à l'élève, est-ce que tu te sens dans ta zone proximale de développement en ce moment? Il y a des bonnes chances qu'il y ait un peu de difficulté à vous dire oui ou non. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève soit dans le flow. Puis j'ai gardé le terme anglophone parce que flow, je trouvais que ça faisait vraiment je surfe la vague, il n'y a pas de stress, je me sens bien, puis c'est vraiment ça le flow. C'est que l'élève est concentré sur sa tâche, elle est juste assez difficile pour lui donner un petit challenge où est-ce que l'élève ne s'ennuie pas, puis ça fait en sorte qu'il ne voit pas le temps passer. Puis ça, c'est vraiment, pour vous, là, comme prof, là, c'est l'indice. Quand on leur dit OK, c'est terminé, l'heure est passée, la période est terminée, puis que les élèves font comme Ah, déjà? Moi, je disais aux élèves, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Ça veut dire que ma tâche était juste parfaite pour vous parce que vous n'avez pas vu le temps passer. Alors, ça, c'est quand les élèves sont dans le flow. Au contraire, quand la tâche elle est trop difficile pour l'élève, là, il peut ressentir de l'anxiété, il peut ressentir de la frustration, il peut aussi ne pas vouloir faire la tâche parce qu'il a peur d'être en échec ou il va avoir envie de plaisanter avec ses amis. Ça arrive souvent. Puis au contraire, quand la tâche elle est trop facile pour l'élève, bien là, il s'ennuie, il y a une perte d'intérêt, il n'a pas envie de la faire. Puis encore une fois, il a envie de plaisanter avec ses amis. Puis tu sais, j'ai un de mes neveux, là, c'est l'exemple parfait parce qu'il fait les tâches à moitié, il les fait vite, vite, il réussit super bien. Puis après ça, la prof, elle se demande pourquoi il n'arrête pas de déranger. Mais il trouve ça plate. Pour lui, c'est pas assez stimulant la tâche qu'on lui demande. Il a besoin de plus de jus. Alors, tu sais, ça, ce tableau-là, je l'avais imprimé, puis je l'avais affiché dans la classe. Puis les élèves, tu sais, même en secondaire 1, là, c'est les plus jeunes que j'avais, parce que je suis prof au secondaire de formation. Donc, tu sais, les élèves, en début d'année, secondaire 1, ils venaient me voir, puis ils me disaient, Madame, j'ai juste le goût de niaiser avec mes amis. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, on discutait, puis j'arrivais à déterminer si la tâche était trop difficile ou trop facile. Fait que
de partir de ça, ça nous permet d'offrir une rétroaction dès le départ pour essayer de rajuster le tir avec l'élève par rapport à la tâche, quitte à donner des explications supplémentaires à l'élève pour pas qu'il commence le travail puis qu'il a rendu 1 heure dans sa tâche, bien, il se rende compte qu'il est passé à côté de la traque ou au contraire qu'il n'a absolument rien fait. Donc, dans nos rétroactions en cours de processus, en cours d'apprentissage, elles vont nous servir à ramener l'élève dans le flow pour qu'il puisse progresser. Parce que s'il reste dans sa frustration ou sa démotivation ou qu'il continue de niaiser avec ses amis, bien là, il n'y a pas d'apprentissage qui se fait. On a un petit aparté là, par rapport voyons, le terme m'échappe. Aux pratiques gagnantes en enseignement. Donc, vous avez sûrement entendu parler de John Hattie qui a fait des grosses méta-analyses là, et qui a, dans le fond, qui a déterminé d'une échelle de 1 à 148 là, les meilleures pratiques en enseignement, celles qui ont le plus grand impact sur les apprentissages des élèves. Donc, il y a des pratiques très courantes comme les devoirs, OK, on a le réflexe de donner des devoirs, ça va de soi, mais on se rend compte que les devoirs se classent au 88e rang en termes d'efficacité. Donc, il y a 87 pratiques enseignantes avant ça qui sont beaucoup plus gagnantes et qui ont un beaucoup plus grand impact au niveau de l'apprentissage des élèves. Parmi ça, on compte la rétroaction qui est au 10e rang. Donc, c'est quand même pas négligeable. Des fois, il y a des enseignants qui disent ben ouais, mais j'ai pas le temps là, d'offrir de la rétroaction à mes élèves, puis nanana. Mais il faut prioriser. Est-ce que, en termes de pratiques gagnantes, est-ce que je préfère donner des devoirs, prendre du temps pour corriger les devoirs à tous les matins, ou si je voudrais prendre ce temps-là pour offrir de la rétroaction à mes élèves? Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique? Bien, c'est sûr, c'est la rétroaction. Alors, peut-être changer nos priorités là, pour qu'on ait un plus grand impact sur les apprentissages des élèves. Juste dire que les devoirs venaient ici là, vis-à-vis l'autre flèche noire. Là, on aurait dû lire le mot devoir. Donc, ça a un faible impact. Puis comme on le sait, bien, l'impact ici, c'est faible de façon générale, mais au primaire, c'est encore pire que ça. Là. Ça, c'était comme une médiane pour le primaire et le secondaire. Exact. Alors, la rétroaction efficace, oui, Lara, je vais envoyer la documentation promis. Donc, rétroaction efficace, il y a 4 informations clés. 4, vous allez voir, c'est comme le chiffre chanceux. Donc, elle doit être donnée rapidement. Okay? Donc, on ne peut pas non plus offrir de la rétroaction 1 mois et demi plus tard à l'élève sur un travail. Ça fait longtemps qu'il l'a oublié, puis il n'y a aucun intérêt à s'améliorer par rapport à ce travail-là. Alors, elle doit être rapide. Il faut également commenter sur des éléments que l'élève doit travailler et là, l'emphase doit être mise sur en priorité. Parce que l'élève, là, il est en cours d'apprentissage. Il y a plein de choses qu'il ne maîtrise pas, puis c'est normal. Mais on veut vraiment aller cibler qu'est-ce que l'élève doit travailler en priorité. On ne peut pas lui demander de surmonter 15 défis, 15 difficultés. C'est trop. L'élève va être démotivé. Puis, il ne saura même pas par où commencer. Donc, on va cibler une chose. Tantôt, je donnais l'exemple, par exemple, en français, où est-ce que si l'élève, je ne sais pas, il y a de la difficulté, l'accord du groupe du nom, l'accord du verbe, ses majuscules, il les oublie des fois, l'orthographe d'usage, c'est trop pour l'élève à venir corriger en même temps. Où est-ce qu'il fait le plus d'erreurs? Qu'est-ce qui lui coûte le plus? Si c'est l'orthographe des mots, l'orthographe d'usage, on va mettre l'emphase là-dessus pendant un temps. On va lui montrer ses stratégies, on va l'accompagner, on va lui offrir de la rétroaction beaucoup plus soutenue en lien avec l'autocorrection de l'orthographe d'usage avant de passer à l'accord dans le groupe du nom, par exemple. Alors, c'est une rétroaction qui est vraiment axée sur les éléments prioritaires. Ensuite, il s'agit d'informations qui aident l'élève à s'améliorer, puis vous l'avez nommé, ça, vous le savez déjà. Donc, on veut toujours amener l'élève plus loin. On veut qu'il s'améliore, puis on veut surtout qu'il prenne conscience du fait qu'il s'améliore. Si on veut que l'élève s'investisse,
il faut que quand il y a une amélioration, il faut que lui-même le voit, en soit conscient, puis ça devient super motivant pour lui, puis il va s'investir davantage par la suite. Dernière grosse bulle à gauche. Donc, la rétroaction va permettre à l'élève de faire le point sur ses connaissances. Donc, il va être en mesure de déterminer qu'est-ce que je maîtrise, puis avec quoi est-ce que j'ai de la difficulté, sur quoi est-ce que je dois travailler davantage. Et puis aussi, réfléchir au processus qui l'ont mené à trouver ou non une bonne réponse. J'y arrive tout de suite là-dessus. Je vais élaborer davantage. Marie, si tu peux changer. Parce que la rétroaction, on doit agir, dans le fond, sur 4 dimensions du travail de l'élève. On a comme nos rétroactions chouchou, là, dans le sens où, généralement, on va rétroagir sur l'aspect cognitif et sur l'aspect affectif. Donc, cognitif, on va dire à l'élève, voici tes erreurs, voici comment les corriger, on précise ce qui manque, puis on souligne la justesse de la réponse. Puis du côté affectif, on va dire « Ah, bravo, ton travail est vraiment beau, tu as bien travaillé. » On est dans l'affectif. Mais on délaisse parfois le métacognitif puis le méthodologique. Puis je vais mettre vraiment l'emphase sur le métacognitif parce que ça nous donne vraiment une belle porte d'entrée. Donc, c'est pas juste de dire à l'élève « Tu as une bonne réponse » ou « Tu as une mauvaise réponse ». Parce que l'élève peut avoir une bonne réponse, mais tout son processus métacognitif qui s'est organisé pour en arriver à cette réponse-là, des fois, il est défaillant, puis il est arrivé à la bonne réponse quasiment par coïncidence. Alors, oui, OK, l'élève a eu une bonne réponse, mais La recherche de centrage, toi? Je m'excuse. Mais est-ce que l'élève a vraiment, il a bien mis en place les stratégies qu'on lui a enseignées? Est-ce qu'il est arrivé à la bonne réponse en ayant passé par le bon chemin? Puis parfois, peut-être qu'on peut proposer d'autres façons qui sont plus efficaces d'arriver à la bonne réponse. Puis ça, il y a plein de façons d'avoir accès, justement, surtout avec les technologies, là, avoir accès à tout le processus métacognitif de l'élève. On peut le faire, entre autres, avec la vidéo. Si l'élève s'enregistre en train de réaliser un exercice en mathématiques, en train de réaliser un exercice en français, là, un accord ou peu importe, une analyse de phrase, on a accès à tout ce processus-là et on peut offrir de la rétroaction à ce moment-là. Finalement, tout le côté méthodologique, qualifier la structure générale du travail, la propreté du travail. Je sais, au primaire, vous travaillez beaucoup là-dessus. Au secondaire, parfois, on a moins le réflexe de le faire, mais il faut continuer de le faire parce qu'il y a tout un apprentissage, surtout en passant au numérique. C'est d'autres types d'apprentissage au niveau de la structure puis de l'organisation qu'on doit travailler avec les élèves. Puis il ne faut pas avoir peur de donner de la rétroaction à ce niveau-là. Alors, ça fait pas mal le tour pour notre côté un peu plus théorique là, aujourd'hui, puis on n'est pas allé en profondeur, on s'entend, là, mais on veut plonger rapidement dans les outils numériques pour que vous soyez encore plus efficace dans votre rétroaction, parce que de la rétroaction, on le fait à l'écrit sur les copies des élèves, mais c'est long, écrire toutes nos rétroactions. Puis là, dans le fond, on va vous proposer plein d'outils, des outils vocaux, sous forme de vidéos aussi, qui vont vous permettre d'être ultra efficaces, puis qui vont faire en sorte aussi que les élèves vont pouvoir retourner voir vos rétroactions autant de fois qu'ils vont en avoir de besoin. Parce que Maryse et moi, on a présenté quelques fois des ateliers sur la rétroaction, puis on disait tout le temps, l'exemple de l'élève qui arrive avec sa copie au bureau du prof, puis là, il nous demande est-ce que c'est bon, puis là, on lui dit, ben, tu sais, il faut que tu modifies ça, fais attention à ci, puis à ça, nanana, là, va à ta place, va faire ce que je t'ai dit. Mais pendant qu'on lui parlait, l'élève, il regardait son petit ami dans le fond de la classe, qui faisait des niaiseries, l'autre qui échappe son crayon, puis là, ça attire son attention, puis là, il y a un bruit qui le dérange. Fait que finalement, l'élève a absolument, ou a presque rien retenu. Fait que c'est l'avantage d'utiliser les technologies, c'est que l'élève va pouvoir réécouter ou regarder à nouveau la rétroaction que vous allez avoir à faire. Puis, autant de fois qu'il va le pouvoir, on le sait, les élèves en difficulté, parfois, ils ont besoin d'entendre à plusieurs reprises la même information afin de bien de la comprendre. Puis, les technologies vont offrir cette possibilité-là à ces élèves-là. Alors, Maryse, je vais respirer. On dirait que j'ai comme arrêté de respirer. Tu as très bien fait ça.
Donc, on débute tout de suite. Avant de commencer, en fait, il y a une extension, il y a 3 extensions à ajouter à votre Chrome, à votre navigateur Google Chrome. Toutefois, je réalise en regardant ça que Camille, vous n'avez pas besoin parce qu'il a été poussé à tout le monde. Si je ne m'abuse, Mélissa, suis-je dans le champ ou ça va? Excuse-moi, Marie, je lisais les commentaires fort Oui. pertinents. Je n'ai pas compris ta question. L'extension de Camille, est-ce qu'elle a Oui. été poussée pour tout le monde? Il Oui, me semble que pousser, oui, hein? Donc, forcer, c'est ça. imposer. Pour les élèves aussi. Donc, Oui. Camille, vous n'avez pas besoin d'aller l'installer, mais dans le fond, Talk and Comment et puis Screencastify, si vous ne les avez pas déjà, je vais vous demander de prendre quelques instants pour les installer. Puis, je vais également vous montrer comment rapidement, là, si vous ne savez pas comment installer une extension. Donc, on s'en va dans le Chrome Web Store. Là, je vais le faire. Faites juste regarder, puis vous le ferez tout de suite après. Je vais vous laisser une minute ou deux. Donc, j'ai écrit Chrome Web Store sur mon navigateur et j'accède au lien ici. Je suis donc dans une espèce de boutique de mon navigateur Chrome et je vais écrire la première extension qui est Talk and Comment. Et là, ici, la première qui me sort avec un micro et du noir derrière, c'est celle-là. Je dois cliquer dessus une première fois. Et puis vous, si vous ne l'avez pas déjà, dans le bouton bleu, ça va être écrit Ajouter à Chrome et vous n'aurez qu'à cliquer sur Ajouter à Chrome. Moi, c'est écrit Supprimer de Chrome, ça veut dire que je l'ai déjà. Donc, si c'est la même chose que ça que vous voyez, vous n'avez rien à faire, elle est déjà ajoutée à Chrome. Ça ne veut pas dire que parce que vos extensions sont installées, qu'elles sont visibles nécessairement dans votre barre d'outils en haut ici. En effet, par défaut, lorsque une extension est installée, elle y apparaît, mais ça se peut quand on en a plusieurs qu'elles n'apparaissent pas toutes. Donc, pour savoir lesquelles sont épinglées ou pas en haut, vous avez un petit casse-tête. Là, je sais que c'est petit, donc je vous demande d'être attentif. C'est en haut à droite. Donc, si vous avez une extension déjà d'installer ou plus, vous avez le morceau de casse-tête qui apparaît. Quelqu'un qui n'aurait aucune extension d'installer ne verrait pas le casse-tête. Alors, le casse-tête, c'est pour avoir accès à toutes nos extensions. Donc, si j'y clique, je vois en liste, en ordre alphabétique, toutes mes équations avec une petite punaise à droite. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est épinglé, donc toujours en haut de votre barre d'outils. Si c'est gris, si c'est blanc, là, ça veut dire dans le fond que l'extension, elle est installée là, sur votre Chrome, mais elle n'est pas dans la barre d'outils ici. Donc, vous devrez tout simplement cliquer sur la punaise bleue pour venir la mettre en place ici en haut. Il y en a qui sont grisés. Donc, il y a 2 possibilités. Soit que c'est parce que c'est nous qui les avons installés pour vous, donc le Centre de service scolaire de Laval, et vous ne pouvez pas les enlever. Ou encore, certaines, des fois, sont grisées parce qu'elles ne s'appliquent pas à la page web où vous êtes présentement. Admettons que là, je suis dans Chrome Web Store, Meet Attendance, c'est sûr que je ne peux pas l'utiliser. Je ne suis pas dans Classroom, je ne suis pas dans un Google Meet. Donc, ça ne fonctionnerait pas pour la page où je suis présentement. Alors voilà, je vous invite à cliquer sur la punaise à côté des extensions. En fait, Camille, on l'a déjà, donc c'est pas nécessaire, Camille, parce qu'il va être intégré dans notre Google Doc, là, mais pour Screencastify, je vous invite à le faire, puis également pour Talk and Comment. Donc, je vous laisse une petite minute pour installer les extensions. Je vais les afficher, donc je les réaffiche. Là, celle à installer, c'est Talk and Comment juste ici et Screencastify. Si vous avez des difficultés, levez votre main. Mélissa va les prendre, va vous aider. Et là, inquiétez-vous pas, les adeptes de Loom, parce qu'on va parler de Loom tout à l'heure aussi, mais aujourd'hui, on va utiliser Screencastify et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, juste vous montrer, là, ça a l'air lourd comme ça, puis je ne resterai pas dans cette fenêtre-là longtemps. La présentation d'aujourd'hui, elle va vous être partagée, bien sûr, dans un courriel récapitulatif qu'on envoie à la fin de chacune de nos formations. Vous allez donc recevoir un courriel avec le document ici qui a des hyperliens. Alors, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça mène à des hyperliens vers des capsules qui vous redisent en fait un peu la même chose que ce qu'on va faire ensemble. Alors, le mode suggestion et commentaire, je m'en vais tout de suite dans Classroom parce que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous utilisez. Et je vais, par exemple, dans un travail et devoir. Et là, j'irai, par exemple, faire un test ici, un petit travail que j'ai demandé à une élève dans Google Documents. Et là, je vais afficher le devoir. Et là, je vois que, j'ai une élève qui l'a remis. Donc, j'ouvre le document de l'élève. Et mon élève ici, juste un instant, je vais tasser mes petites fenêtres qui apparaissent un peu partout.
On voit que j'ai passé dedans ce matin. Je vais juste faire quelque chose que je ne veux pas, dans le fond, que vous n'êtes pas supposé voir maintenant. Je m'excuse parce que j'avais déjà entré des commentaires. Je vais juste enlever tout ça. J'ai repris le même document que ce matin, là, je m'excuse. Donc, on va juste aller enlever ce que j'avais fait ce matin. Voilà. Alors, je recommence. Donc, je suis dans le document d'une élève qui s'appelle Eva et là, j'ai 3 types de rétroaction rapidement que je peux faire écrit. Par défaut, lorsque donc, je me connecte au document dans Classroom, vous voyez qu'en haut à droite, ici, c'est le mode suggestion. Donc, si vous avez déjà tenté d'écrire dans un Google document d'un élève quand vous l'ouvrez, aussitôt que je clique et que je surligne un mot, par exemple, ou plutôt, tiens, je vais changer le J ici minuscule pour un J majuscule. Alors, mon ajout ici, il est en vert. Il y a des petits crochets verts. Et ici, si je voulais, par exemple, que l'élève enlève chouette, puis que j'efface le mot chouette, j'essaie de l'effacer, vous voyez, il est en train de le raturer, mais encore là, c'est en vert. Alors, ce qui est indiqué en vert, c'est que c'est un mode suggestion. C'est le mode par défaut dans lequel je suis dans un Google document. Et ici, à droite, chaque fois que je fais une modification dans le document de l'élève en mode suggestion, l'élève, lui, ça va s'afficher, vous allez voir, en rose, mais moi, c'est en vert. Et ici, l'élève va avoir le choix d'accepter ma suggestion ou de la refuser. Et il va pouvoir aussi rajouter des commentaires ici en bas. Il va pouvoir me réécrire, par exemple. Alors là, je suis en train de faire des suggestions. Donc, quand je rature, bien, pas quand je rature, quand je veux effacer quelque chose, vous voyez que l'élève, il va voir le mot, mais il va voir une ligne dessus, puis il va voir à droite qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, on voit que ça dit supprimer belle. C'est ça ma suggestion. Ici, le J, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai essayé d'effacer le petit J. On ne voit pas super bien, là. Peut-être que je peux grossir un petit peu. Voilà. Donc, j'ai essayé d'effacer le J. Il y a une toute petite ligne verte dessus pour dire que j'ai essayé de l'effacer. Puis, il y a surtout le J majuscule en vert. Et là, l'élève dit remplacer J par, pas l'élève, mais le commentaire dit vraiment à l'élève remplacer le petit J par le grand J. Donc, je le fais. Alors, je pourrais encore faire la même chose. Ici, tu sais, je pourrais venir écrire, je pourrais tout essayer d'enlever ça dans le fond, puis remplacer ça par FAIS. Et là, ce que ça va dire à l'élève dans le commentaire, c'est, hop, je reviens ici, c'est supprimer FAIT puis ajouter FAIS. Puis là, l'élève peut cliquer. Puis il peut dire j'accepte, j'accepte. S'il dit j'accepte, j'accepte, bien, le changement se fait automatiquement dans son texte. Donc, on va faire le test. Alors là, j'ai ça ici que j'ai fait pour mon élève. Excusez, je pense que je lui ai déjà rendu. On va juste rafraîchir la page. OK. Et là, mon élève, ben, dans le fond, je vais venir ici dans le fichier d'un élève. Alors, ici, je vais remettre le travail à l'enseignant comme élève pour que mon prof puisse me le remettre de nouveau, parce que je vais juste vous montrer le changement. Donc, ici, j'ai fait mes modifications sur mon élève. Voilà, donc j'ai modifié des trucs sur mon élève, puis tu sais, je vais enlever tout ça ici. Je vais lui dire juste d'enlever ça. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais rendre à l'élève son fichier. Puis ça, on peut remettre un fichier à l'enseignant. L'enseignant peut le remettre à l'élève là, autant de fois qu'il le souhaite. Si je reviens maintenant comme élève, ah, là, mon prof m'a corrigé, il m'a fait des petits commentaires. Et là, vous voyez, comme élève, c'est en rose, comme je vous disais tout à l'heure. On va peut-être juste afficher en plus grand encore là. Voilà. Donc, je vois en rose ce que mon enseignante a fait et je vois à droite ce qu'on me suggère. Puis là, comme élève, regardez, si j'accepte la modification en cliquant sur le crochet, le J ici est devenu majuscule et puis minuscule. Puis ma belle, si je clique sur le crochet encore là, bien, la belle s'est effacée parce que c'était ça la suggestion de la prof. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marie, c'est facile. L'élève peut simplement cliquer sur tous les crochets, puis c'est trop facile, ça fait les modifications pour lui. Ça, c'est une façon de faire. Mais vous allez voir, il y en a d'autres. Celle-là, effectivement, elle est très directive. Si l'élève veut conserver fait FAIT puis refuse votre suggestion, il peut cliquer sur le X pour la refuser. À ce moment-là, la suggestion se supprime, puis le texte reste tel quel et l'élève pourrait venir décider d'enlever votre suggestion FAI, par exemple FAIS. Enfin, l'élève peut aussi cliquer sur votre suggestion et y répondre. Alors, il pourrait dire mais non, c'est juste.
Donc, c'est ça qu'il voulait écrire, admettons. Là. Donc, il pourrait commenter comme ça, répondre. Et automatiquement, je vois que c'est l'élève qui a répondu, je vois son nom. Et comme prof, je pourrais encore, moi, dans mon interface, venir répondre aux commentaires de mon élève. Donc, ça, c'est une des façons, c'est le mode suggestion. Je peux également, c'est sûr, venir prendre le mode modification. Donc, en mode modification, c'est vraiment le mode, c'est le mode par défaut quand j'ouvre n'importe quel Google Doc. Si je suis en mode modification, je peux venir ici faire une modification pour dire je veux que tu ajoutes Maryse, mais là, c'est moi qui ajoute le mode Maryse. Là, je ne suis pas en mode suggestion, je suis en mode je modifie ton document puis je fais ce que je veux dedans. Puis quand on est en mode modification, là, c'est rare qu'on va venir changer les mots des élèves comme ça, mais ce qu'on va faire, par exemple, on va peut-être venir surligner des mots sur lesquels on veut attirer l'attention. Donc, pour le surlignement, on voit que ce n'est pas dans la barre visible, là, généralement. On doit venir déplier ici avec les 3 petits points parce que, bien, là, j'ai grossi mes caractères, donc ma barre, elle est cachée. Je pourrais venir ici afficher les menus aussi, là, soit dit en passant. Ça va me donner un petit peu plus de menus. Donc, la petite flèche à droite là, me permet d'ajouter plus de trucs au menu. Ça peut être facilitant. Et à ce moment-là, je vois mon surlignement, ma couleur de surlignement. Ici, je pourrais dire, ben, je surligne telle chose en jaune, etc., selon les codes là, que vous avez avec les élèves pour attirer l'attention. Sauf que là, si je surligne en jaune, c'est tout, à moins que vous ayez déjà décidé de, si c'est en jaune, ça veut dire, je ne sais pas moi, que tu as telle chose à vérifier, un accord du nom ou peu importe, ça ne dit pas grand-chose à l'élève encore. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le mode commentaire. Donc, le mode commentaire, c'est vraiment, ici, je vais par exemple venir surligner du texte. Et à droite, là, c'est parce que ma fenêtre est un peu trop grande, mais à droite, j'ai toujours le petit plus qui va s'afficher pour ajouter un commentaire, par exemple, sur ce que je vais surligner. Je ne serais pas obligée de surligner. Je pourrais juste mettre mon curseur ici. Puis, quand je déplace ma souris, vous voyez l'affichage de commentaires. En fait, le logo ajouter un commentaire s'affiche. Mais moi, ici, tiens, je vais décider que je fais un commentaire sur toute cette phrase-là. Donc, je surligne avec ma souris tout simplement et j'ajoute un commentaire. Et là, mon commentaire serait, je ne sais pas moi, change ta formulation, c'est trop familier, bon, peu importe. Alors, je vais comme ça pouvoir commenter. Et là, ce sont des commentaires donc, que je fais qui ont trait à quelque chose dans le texte. Et regardez, je vais cliquer n'importe où dans le texte et automatiquement, vous avez vu, il y a une couleur ici qui s'est affichée. Pourtant, je n'avais pas surligné. Je n'ai pas utilisé mon crayon de surlignage. Là. Je suis vraiment venue dans mon texte. Je prends un mot, par exemple, ou une série de mots. Et lorsque je les commente, c'est cette série de mots-là, ils deviennent cette couleur beige-là pour indiquer donc à l'élève qu'il y a un commentaire qui est lié à cette section-là. Je vais l'annuler celui-là, mais ce sont des commentaires donc à l'intérieur du texte. Alors ça, ce sont les 3 modes de commentaires, en fait de rétroaction quand même rapide au niveau d'un Google document qu'on peut faire, soit le mode suggestion dans lequel on est par défaut lorsqu'on ouvre un document d'élève dans Doc. Soit dit en passant, si vous êtes dans n'importe quel autre Google document, là, ici, là, par exemple, vous n'êtes pas en mode suggestion par défaut. Hein? On est en mode modification d'habitude par défaut, c'est-à-dire je modifie le document, je fais ce que je veux dedans. Mais quand je suis dans Classroom, ben, c'est différent. On est en mode suggestion par défaut, mais on peut venir modifier ce mode-là pour aller en mode modification aussi. Si j'ai un commentaire général à mettre, aussi privé, ben, je pourrais aller l'indiquer là, mais dans la section à droite complètement, ce sont des commentaires qui portent sur tout le travail d'un élève qu'on va plutôt aller mettre ici. Alors ça, c'est pour la base. Maintenant, il y a quelque chose de super intéressant. Quand vous êtes en train de corriger des travaux d'élèves, puis vous vous rendez compte, c'est tout le temps le même type de faute qui arrive ou j'ai toujours la même remarque, le même commentaire à faire à plusieurs élèves, ça peut être intéressant de le mettre dans une banque de commentaires accessible en tout temps. Et là, quand je dis en tout temps, ça veut dire que dans Classroom, chaque fois que vous allez venir dans Classroom pour ouvrir des Google Documents, la banque de commentaires, vous allez la retrouver tout le temps au même endroit. Je vous donne un exemple. C'est juste ici, en fait, on va le faire. Ça s'appelle l'archive des commentaires. Ça, c'est intéressant parce que ça évite justement ces commentaires-là, là, change ta formulation, mais plutôt que de le dire 40 fois dans une année, bien, je vais venir ici, dans ma banque de commentaires, et là, j'en ai déjà que j'ai créé. En passant, quand j'en ai déjà créé, je pourrais les supprimer, les modifier, etc. Là, je suis en train d'en modifier un. Mais vous voyez que je peux donc ajouter dans ma banque de commentaires un commentaire. Alors, je vais faire ajouter à l'archive. Puis je vais écrire un commentaire qui revient souvent, comme
N'oublie pas d'accorder ton verbe avec le sujet. Tiens. Et ça ici, je l'ajoute. Puis là, il est complètement à droite. Ce que je dois faire maintenant, si je suis ici, je le fais, tu sais, je vois que c'est FAIT, là. Fait que je pourrais sélectionner je le fais. Et là, je vais aller ajouter mon commentaire, cliquer sur un commentaire. Puis par défaut, c'est poche, mais je ne peux pas cliquer juste là-dessus puis qu'il s'en aille direct dedans. Je dois venir ici, puis je dois cliquer en bas du commentaire à droite pour le copier, dans le fond, dans le presse-papier. Puis quand je m'en viens dans mon commentaire, je viens le coller avec les touches CTRL-V. Donc ici, j'ai pour le copier, je n'ai pas besoin de faire CTRL-C, là, je fais juste cliquer sur copier dans le presse-papier. Puis quand j'arrive dans ma boîte de commentaires, bien, je le colle avec CTRL-V et je fais commenter. C'est quand même plus rapide que de l'ajouter à chacun de mes élèves. Alors, chaque fois que maintenant que je vais revenir dans ma banque de commentaires, je vais voir ici tous mes commentaires. Puis je peux aussi même les rechercher à l'aide d'une loupe, à l'aide de mots-clés. Donc ici, c'est le genre et le nombre. Alors, si j'écris genre, j'ai tout de suite mon commentaire ayant trait au genre que je retrouve, puis je peux venir le copier pour venir le coller après ça dans du texte d'un élève, par exemple. Alors ça, c'est les commentaires et la banque de commentaires. Ah, voilà les commentaires maintenant pour des travaux manuscrits ou des vidéos, donc des images qui vous seraient remises par des élèves ou des vidéos, parce que c'est super utile quand je suis en classe. Parfois, ça ne s'y prête pas là, de dire à l'élève je t'envoie un Google document, je veux que l'élève me fasse un dessin, je veux qu'il me fasse un graphique rapidement, je veux qu'il prenne une photo, qu'il me l'envoie. Alors, c'est possible aussi de venir commenter des photos que les élèves vous auraient envoyées, par exemple, par Classroom. Donc, je m'en viens ici dans un devoir où il y a des pièces jointes d'une élève. Et là, elle en a joint deux, là, des pièces jointes. Je vais aller à la deuxième. Tiens, celle-là ici. Là, c'est petit un peu. Hein? Donc, ce qu'on va faire pour grossir, juste en bas ici, il y a le petit plus qui va me permettre de faire un zoom avant et de bien lire, voilà, ce que l'élève m'a envoyé. Donc, je regarde ça ici, puis je me rends compte que le calcul de la masse volumique, là, l'élève est en secondaire 3 là, ici, là, mais je veux faire un commentaire ici là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai quand même le bouton ici « Ajouter un commentaire ». Il est en haut, donc il n'est pas à droite du document, il est juste en haut. Et je peux ici tout de suite cliquer sur « Ajouter un commentaire ». Puis là, c'est redevenu en petit un peu, là, mon écran, mais ce n'est pas grave. Je sais à peu près c'était où là, que je voulais mettre mon commentaire. Fait que je vais venir encadrer cette zone-là. Je relâche ma souris et automatiquement, il y a une boîte qui s'ouvre. Et je pourrais commenter ici. Donc, bon, là, c'est pas un commentaire. Ça ici, là, c'est pas du tout un commentaire utile et efficace et je ne cible aucun apprentissage particulier en faisant ça. Je touche l'affectif seulement. Mais admettons que je ferais ça. Je lui dis bravo, par exemple. Et là, mon élève ici, pour voir ce commentaire-là sur cette section-là du travail, en passant, je vais devoir d'abord je ne sais pas si je vais devoir lui rendre, je ne croirais pas. On va vérifier ici du côté de l'élève. Donc, si mon élève ici revient dans son classroom, il va aller dans ses travaux et je vous montre ici l'élève ici. Donc, l'élève va ouvrir son travail et là, par défaut, vous voyez, il ne voit rien. Parce que, en fait, il y a une petite twist à faire pour l'élève pour voir son commentaire. Il doit aller dans les 3 petits points à droite puis faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Puis ça, malheureusement, c'est nouveau. Nouveau. Depuis l'année passée, là, on a constaté ça ici. Donc, lorsqu'il s'agit d'une image, l'encadré ne se voit pas automatiquement dans l'aperçu. Il doit venir l'ouvrir, là, comme je vous ai montré tantôt, avec 3 petits points à droite, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Puis là, il verrait mon commentaire. Puis si l'élève décide de cliquer sur mon commentaire, il peut venir répondre. Bon, donc, on peut comme ça échanger, puis par rapport à un sujet, par exemple, où, bon, pas s'obstiner, mais disons, venir mieux comprendre. Par exemple, on a une question sur le processus de l'élève, comment as-tu réussi telle chose, etc. Puis il peut venir vous l'expliquer. Donc, ça, c'est une façon écrite de le faire. Alors, pour une image. C'est sensiblement la même chose pour une remise d'un travail qui serait vidéo. Je vais vous le montrer aussi. Je vais juste revenir ici. Hop. Alors, si je reviens ici dans l'interface de l'enseignant maintenant, donc mon enseignant a écrit un commentaire, puis regardez, je vois tout de suite ce que l'élève m'a écrit aussi. Je le vois rapidement. Je peux fermer ça ici et je vais revenir dans... Oups, je pense que j'ai trop fermé de fenêtre.
Je vais venir dans mon historique, rouvrir mon devoir. Voilà. Non, il va falloir que je revienne dans mon classroom. Bon, excusez-moi. Donc, dans travaux et devoirs, l'élève, parfois, va vous remettre une vidéo. Puis ça, vous allez le voir tout à l'heure, on va vous montrer comment les élèves peuvent remettre une vidéo pour comprendre leurs processus mentaux, pour qu'ils vous expliquent différents concepts. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très utile. Alors, par ici, comme peut-être que vous le savez, peut-être pas, là, mais l'élève sur son... S'il a une application Classroom sur son appareil mobile, alors l'élève peut très facilement enregistrer la vidéo, vous la remettre. Sinon, on va vous montrer d'autres outils tout à l'heure aussi. Si l'élève travaille à l'ordinateur, comment il peut enregistrer une petite vidéo de ce qu'il fait, vous expliquer ce qu'il fait et vous la remettre. Donc ici, on est dans une vidéo d'élève. Et là, bon, je vais résoudre ça ici. On va faire comme si je n'avais pas fait de commentaire, mais vous voyez, c'est le même principe. J'ai encore la boîte de commentaires qui est en haut, comme sur une image, et j'ai simplement cliqué dessus pour inscrire, par exemple, à la minute 2-37, je ne comprends pas, bon, peu importe, et je vais commenter. Fait que là, comme ça ici, parce que je pourrais aussi regarder la vidéo de l'élève, là, soit dit en Alors, passant. bonjour, j'essaie de faire une petite vidéo. Comme Et pendant que j'écris, pendant que j'écoute la vidéo, je peux, donc pendant que ça joue, je peux ça, venir en écrire là ouvrant aussi. des onglets. OK? Donc, voilà, on va... Donc, pendant que j'écoute une vidéo, je peux écrire des commentaires au fur et à mesure. Ça peut être intéressant. Et par la suite, bien, l'élève va le voir automatiquement dans sa vidéo, lui. Alors, si l'élève va afficher la vidéo, il clique sur sa vidéo dans Classroom. Et puis là, un peu comme tantôt, mais tantôt, quand c'était une image, on ne voyait pas la... attendez une petite minute. Ah oui, c'est ça. Tantôt, il fallait cliquer sur les trois petits points puis ouvrir dans un nouvel onglet, mais ici, je vois tout de suite les commentaires de l'enseignant qui apparaissent à droite. Ils sont petits, par contre, donc il faut peut-être le dire à l'élève, là. Et puis l'élève, il peut lire vos vidéos. Il peut soit les fermer parce qu'il se dit que la discussion est terminée, ou il peut venir cliquer sur votre commentaire pour y répondre. Bon, donc c'est lui qui va gérer ça, évidemment, puis il va répondre comme ça à un commentaire. Donc, on peut aller commenter à la fois pour l'élève et pour l'enseignant les vidéos à remettre. Donc, ça, c'était mon petit aparté sur le commentaire écrit, bien sûr, de vidéo. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas juste les commentaires écrits. Tout à l'heure, on va voir les commentaires vocaux et vidéo aussi. Il me reste deux petites choses à vous montrer. Ce sont les grilles de critères et d'évaluation parce que ça va vous faciliter la rétroaction. Elle va être beaucoup plus rapide si vous utilisez ce type de grille. Alors, je vous en montre un exemple. Ici, c'est un Google Doc que j'ai partagé à mes élèves dans Classroom avec une copie par personne. Hein. Puis, j'ai des consignes que j'ai données à mes élèves. Alors, ils doivent choisir une métropole. Les élèves lisent les consignes. Soit dit en passant, ce que j'ai fait pour ce Google Doc-là, parce qu'on sait que dans un Google Doc, les élèves peuvent écrire. Mais pour éviter qu'ils écrivent puis qu'ils changent mes consignes puis qu'ils écrivent n'importe où, j'ai créé une zone de texte. En fait, pas une zone de texte, j'ai créé vraiment un tableau pour qu'ils viennent inscrire leur réponse ici. Puis j'ai écrit « Inscris ton texte ici ». Donc ça, c'est une pratique gagnante dans un Google Doc. C'est-à-dire, je vais venir dans l'insertion de tableau, puis je vais choisir une seule cellule et une seule case, une seule rangée, une seule ligne. Puis ça va me faire comme ça quelque chose, je fais des Enter, puis ça devient une boîte de texte, en fait. Alors là, pour l'élève, c'est très clair que c'est là qu'il doit aller écrire, puis ça peut éviter qu'il scrape votre mise en page, entre guillemets. Fait que là, je vais juste l'enlever, ça, on n'en a plus besoin. Donc, l'élève va venir écrire son texte, puis ensuite, regardez ce que j'ai été mettre déjà à l'avance. Il me manquait un mot, là, mais ici, j'ai été inscrire une grille d'observation. Donc, j'ai créé une petite grille, c'est super rapide, c'est un tableau que j'ai fait. J'ai écrit, il y a quelques critères sur lesquels je vais évaluer l'élève. Est-ce que sa ville est une métropole? Est-ce qu'il me parle du relief et pays, du portrait de la population? Bon, bref, mes critères sont là. Ça pourrait être différents critères. Et dans ma grille d'observation, surtout au primaire, on va privilégier un maximum d'à peu près de 3 endroits où l'élève pourrait se situer ou bien où vous pourriez situer l'élève. Parce que cette grille-là, elle pourrait servir à moi comme enseignante pour venir inscrire mes traces, pas des traces d'apprentissage, mais plutôt des traces de rétroaction. Donc, ma rétroaction, je pourrais l'inscrire là. Ça pourrait être moi là, qui va mettre des X à l'endroit où je crois que l'élève se situe. Alors, oui, c'est présent, il m'a écrit un beau texte, mais il y a des améliorations nécessaires.
Là, je pourrais décider d'aller inscrire que le relief est payé. Bien là, il a super bien fait, tout est là. Portrait de la population, oups, c'est pas là, il l'a oublié. Puis notre mode de transport aussi. Admettons que c'est moi qui décide de faire ça, mais ça pourrait être l'élève qui décide de lui-même se situer, puis l'élève lui-même pourrait aller mettre des X là où il croit, comment il croit qu'il a bien réussi ou pas, selon les critères. Puis même, ça peut être une grille de co-observation, parce qu'il pourrait y avoir l'élève qui met ses X en noir, puis il pourrait y avoir aussi le prof qui met ses X en rouge. Fait que peut-être que l'élève, lui, il juge que c'était très présent et adéquat ce critère-là, mais que vous jugez autrement. Donc, d'avoir une grille d'observation, c'est comme si on indiquait déjà, on donnait déjà des pistes à l'élève de dire, ben, voici ce que j'attends de toi. Les critères, de les situer déjà au début d'une tâche, quand l'élève peut voir sur quoi, quels sont les critères d'évaluation attendus, bien, c'est aidant pour lui parce qu'effectivement, lorsqu'il va être rendu en bas, bien, il va se dire, oups, est-ce qu'il va vérifier, là, est-ce que ça ville est bien une métropole? Même si vous l'avez dit dans la consigne, vous savez toujours qu'il y a des élèves qui ne liront pas bien les consignes, qui vont oublier des éléments, etc. Donc, ça vient ici l'aider à l'élève à, dans le fond, se réviser, puis ajuster son texte ou peu importe là, son travail en fonction de vos attentes. Donc, la grille d'observation peut être utile et comme je vous disais ici, c'est un petit exemple, ça a été fait quand même très rapidement, là, ça prend quelques secondes de créer une grille comme ça, puis ça va aider beaucoup, beaucoup les élèves. La même chose, il y en a une autre ici que je vous partage qui est pour une production écrite. Alors ici, c'est un texte d'élève, donc c'est un document Google Doc qu'on a créé puis qu'on partage à tous. Alors, on a fait une copie par élève. Puis là, ben, l'élève rentre, il écrit son nom, il écrit son groupe. Ben, ici, c'était pour le secondaire 1, là, mais ça pourrait très bien s'appliquer au primaire. Et il y a la grille SPUG de correction. Syntaxe, ponctuation, orthographe d'usage, grammaire. Puis l'élève va venir inscrire son texte ici. Donc, il peut pas copier-coller, pardon, il va écrire son texte. Et puis, par la suite, l'enseignant va pouvoir venir inscrire de la rétroaction sur le nombre de fautes de l'élève dans chacun des critères, soit syntaxe, ponctuation, orthographe d'usage. Alors, disons que là, je vais aller copier-coller un texte parce que je triche. Là. Si je vois, par exemple, une faute ici de syntaxe, bien, je pourrais mettre une ligne, un L, par exemple, ou 3 L pour dire qu'il y a 3 fautes de syntaxe sur cette ligne-là. Ah, il y a une faute d'orthographe d'usage aussi là-dessus, sur la même ligne. Sur l'autre ligne, j'ai une faute de ponctuation. Ici, c'est 2 fautes de grammaire. Donc, l'élève va pouvoir... Là, on est beaucoup moins directif que tout à l'heure dans notre rétroaction. Hein? Je ne suis pas en mode suggestion, puis de biffer des endroits et tout ça. Je ne suis pas non plus en train de surligner, ni en train de mettre des commentaires. C'est quand même très rapide comme rétroaction, puis ça indique à l'élève quoi corriger, puis où se situer aussi. Alors, oui, donc je présente un module complémentaire qui est intégré à Google Documents, qui va vous permettre de donner de la rétroaction vocale aux élèves. Puis, tu sais, je l'ai précisé, c'est dans Google Documents uniquement. Après ça, on va vous présenter une autre option qui va vous permettre de faire des commentaires vocaux, mais ça ne dérange pas. Vous allez pouvoir l'insérer n'importe où par la suite. Mais l'avantage, je vais vous partager mon écran, l'avantage d'utiliser Kaizena, c'est qu'on va pouvoir, entre autres, bon, j'ai pas le bon, attendez, juste ici. C'est qu'on va pouvoir enregistrer, se faire comme une banque de commentaires. Alors, ici, notez que j'ai écrit, c'est moi qui ai écrit à l'élève « Ouvre Kaizena pour entendre mes commentaires ». Parce que ça, c'est un des trucs, c'est que l'élève, s'il n'ouvre pas Kaizena, il ne saura pas qu'il y a des commentaires. Alors moi, c'est l'astuce que j'avais trouvée, c'était d'indiquer à l'élève, puis je prenais toujours la même couleur, toujours au même endroit dans le document. Donc, dans le haut du document, je lui disais « Ouvre Kaizena pour entendre mes commentaires ». Il voit également ici que c'est surligné en vert. Ça aussi, c'est Kaizena qui a fait ça. Alors, je vous le montre tout de suite. Le module complémentaire est juste ici en haut. On l'a déjà fait installer à tout le monde. Donc là, vous voyez que j'en ai quand même plusieurs. Kaizena est juste ici et j'ai juste à cliquer Open Kaizena et vous allez voir une boîte qui va s'ouvrir à droite. C'est le même visuel pour les élèves. La première fois, on va vous demander d'entrer vos informations. D'entrer vos informations de connexion là, de Google. Vous aurez juste à faire ça. Alors, vous avez déjà des exemples ici. L'élève, ce qu'il va voir, dans le fond, quand il va ouvrir mon document, qu'il va ouvrir Kaizena, c'est ce qu'il va voir. Il va voir mes messages audio ou ça pourrait même être un message écrit.
Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Là, pourquoi il essaie de me parler, lui? Effacé. Alors, on a les petites options dans le bas. Pour enregistrer un message vocal, j'ai juste à cliquer sur le petit micro et là, ça me donne la possibilité d'enregistrer un message d'une durée maximale de 30 secondes. Pour un élève, 30 secondes, généralement, c'est bien suffisant. Je lui donne une consigne très précise sur un élément du texte précis à modifier ou peu importe là, du projet qu'il a à faire. Et l'élève, une fois que le message est terminé, il peut aller faire sa modification, ses améliorations tout de suite. Alors, j'ai juste à cliquer et là, on voit que mon message est déjà en train d'enregistrer. Et là, parce que je n'ai pas sélectionné de bout de texte dans le travail de l'élève, c'est un message général qui s'applique à tout le travail. L'élève pourrait cliquer sur les 3 petits points pour répondre, dans le fond, avec Reply. Et là, il pourrait lui aussi envoyer un message vocal ou il pourrait m'écrire un message sous forme de texte. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a juste à ouvrir ici boîte de texte. Merci, madame. Oups. Et il clique sur Post. Alors, on voit ici que c'était mon message original. Puis ici, on peut faire semblant que c'est l'élève qui m'aurait répondu. Je pourrais également dire, OK, moi, je veux faire une rétroaction vocale sur tout le début de ce paragraphe-ci. Alors, je viens le sélectionner. Je peux choisir la couleur. Par exemple, je pourrais la mettre en jaune. Et là, encore une fois, j'ai la possibilité de faire un message sous forme de texte ou d'y aller avec un message vocal. Le message texte, honnêtement, si on utilise Casina, c'est parce qu'on veut laisser un message vocal. Alors ici, j'enregistre mon message, etc. Stop and post. Et là, j'ai vraiment mon bout de texte surligné qui est associé à une rétroaction vocale. Et là, comme je vous disais, Maryse va vous montrer tout de suite une autre, la fonction, l'extension, Talk and Comment, qui permet également de laisser des messages vocaux. Mais l'avantage de Casina, si on travaille régulièrement avec Google Documents, c'est qu'on peut venir enregistrer, sauvegarder nos messages vocaux. Donc, par exemple, ici, je vais le fermer, je vais reprendre mon message ici, etc. Donc, je pourrais cliquer sur les 3 petits points. Attendez. Ah non, c'est parce que je l'ai déjà utilisé, celui-là. Donc, je pourrais prendre mon... C'est-tu ici? Oui, exact. Donc, ce message-là que j'ai enregistré de 8 secondes, en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite, je peux cliquer sur Save as Lesson. Alors, en cliquant là-dessus, je vais pouvoir lui donner un titre. Donc, je donne un titre à ma leçon, par exemple, je ne sais pas, admettons que je faisais un message sur, c'est pas ça, là, mais c'est un message sur l'introduction d'un texte descriptif. Donc, j'ajoute des commentaires et là, je le crée. Ça fait en sorte que par la suite, dans le bas, où est-ce que j'ai l'ampoule, j'ai mes leçons, lesson. Et là, toutes mes leçons sont ici, que je vais avoir enregistrées. Alors, introduction descriptif, je vais pouvoir la réutiliser par la suite avec d'autres élèves et je vais pouvoir la publier autant de fois que je vais en avoir besoin. Et puis, ça reste longtemps. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai le etc. J'ai une note ici, etc. C'est un commentaire que je faisais régulièrement aux élèves. Et puis, ça fait, je pense que ça fait 4 ans à peu près que je l'ai dans ma boîte de messages, là. Et puis, je l'utilisais souvent. Alors, ça, c'est pour Casina, mais comme je vous dis, c'est seulement disponible dans Google Documents. Si vous allez explorer, vous allez le voir dans Google Slides, sauf que dans Slides, c'est la version payante, donc on ne peut pas l'utiliser. Et comme je vous dis, le seul avantage à utiliser Casina, c'est qu'on peut se faire des banques de commentaires vocaux. Fait que ça, c'est intéressant, puis les élèves peuvent nous répondre. Mais on a une autre option aussi pour vous, qui est le Talk and je vais vous montrer Talk and Comment. Tu sais, tantôt, à l'intérieur d'un Google Document, on a vu Kaizena qui permet d'enregistrer de la rétroaction vocale. C'est chouette. Mais si je suis ailleurs que dans Kaizena, alors admettons que je vais sur, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle, donc la bibliothèque. Là où j'ai la calculatrice graphique Desmos.
Bon, peut-être que c'est pas, là, je prends un exemple du secondaire là, qui est pour tracer des droites graphiques, là. Donc, un élève qui, peu importe, là, un élève qui fait un travail ou vous voulez expliquer quelque chose à un élève n'importe où ailleurs sur le web, vous êtes dans, je ne sais pas moi, dans NetMath, tiens, par exemple, puis là, vous êtes en train de faire des manipulations, puis vous voulez montrer des choses à l'élève, vous voulez lui expliquer quelque chose, puis vous voulez faire une petite rétroaction vocale très rapide, bien, ça peut être jusqu'à quand même quelques minutes, là, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez donc utiliser l'extension, elle est toute petite en haut à droite, là, mais je vous l'ai fait installer tantôt, Talk and Comment. Donc, Talk and Comment, quand je clique dessus, au début, ça se peut que ce soit à off, il faut le mettre à on évidemment, pour que ça puisse s'utiliser sur n'importe quelle page web. En passant, si vous êtes dans Chrome, si vous êtes sur Chrome Web Store, puis vous le mettez à on, et vous ne verrez rien s'afficher tout de suite. Il faut que vous changiez d'onglet là, pour que ça fonctionne, parce qu'il faut que ça soit, pardon, un onglet sur lequel il y a quelque chose, dans le fond, qui puisse se faire. Puis quand on est sur Chrome Web Store puis qu'on le met à on, bien, on vient juste, dans le fond, de l'activer, puis il n'est pas tout à fait fonctionnel tout de suite, là, il n'est pas réveillé. Fait que ouvrez un autre onglet et vous devriez voir maintenant à droite de chacun de vos onglets le petit micro ici. Et si je vais regarder, là, je suis sur n'importe où sur Google, là, puis je vois mon petit micro, puis quand j'approche mon curseur du micro, quand je le mets vis-à-vis, ça grossit. Si je clique sur mon micro, bien, je vais pouvoir enregistrer. Donc, par exemple, si je suis dans Desmos et je clique. Bonjour, cher élève. Alors, j'espère que tu as deviné que la fonction d'une droite qui passe par X, donc tu dois identifier ta variable patati patata. Par la suite, j'ai le choix soit de faire le X si je ne suis pas satisfaite de mon enregistrement ou de cliquer sur le crochet quand j'ai fini. Je clique sur le crochet et là, vous voyez que ça crée une note vocale. Il y a un petit encadré jaune. Je peux réécouter ma note. Bonjour, cher élève. Alors, j'espère. Et là, si je suis satisfaite de ma note, je clique une fois ici pour la copier. Donc, je fais CTRL-C. Et là, quand je clique sur OK, ça disparaît. Donc là, je l'ai copié ma note. Il me reste juste à aller la coller. Où est-ce que je pourrais la coller? Bien, n'importe où. Je pourrais, par exemple, aller la coller comme rétroaction à un élève. Tu sais, je pourrais même venir ici dans Classroom puis dire, ah ben tiens, je vais mettre un commentaire, puis dans mon commentaire, je vais ajouter ma note Talk and Comment, comme ça ici. Et puis, mon élève va pouvoir cliquer dessus pour l'écouter. Je pourrais aller la coller aussi directement sur mon Classroom. Donc, par exemple, ici, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Alors, admettons, pourquoi je ne peux pas revenir ici? Voilà. Si je m'en vais sur mon cours et je veux écrire directement à l'élève sur le flux, par exemple, bien, je pourrais lui transmettre ma note puis sélectionner que c'est juste pour Eva. Voilà, juste elle. Et là, quand je fais publier, bien, vous allez voir ma note ici. C'est un hyperlien cliquable, puis l'élève va pouvoir la lire. Bonjour, cher élève. Alors, mais il y a encore mieux, regardez si j'attends quelques secondes, voilà, ça devient vraiment avec un petit encadré. Et là, l'élève, il peut rester dans le classroom. Bonjour, cher élève, alors pour l'écouter. Alors ça, c'est super intéressant. Ça fonctionne aussi, ce que tu dis tantôt, je vais vous montrer avec tout ce qui est Camille. Donc, dans Camille, je pourrais aussi aller insérer une note vocale. Donc, dans Camille, je vais vous montrer tantôt, là, mais on peut aussi aller coller notre note là. Donc, on pourrait la mettre dans le fond n'importe où. C'est un hyperlien qui nous sert de note vocale. Ça, c'est super le fun de passer par une note vocale parce que tu peux expliquer tellement de choses, tu peux donner tellement de mots pour expliquer quelque chose de plus précis. Puis les élèves aussi qui ont de la difficulté en lecture, bien, ça les aide aussi à mieux vous comprendre. Puis généralement, on va privilégier des petites notes vocales moins longues. Tu sais, donnez pas une rétroaction trop longue avec beaucoup de détails, là. On va y aller avec des petites notes spécifiques sur ce que je veux attirer l'attention sur l'élève, ce qui va être le plus payant pour lui, donc courtes, et il peut les réécouter aussi pour bien les comprendre. Fait que ça peut être intéressant. Donc, c'est consigné sur le web, soit dans son Classroom, soit sur un de ses documents. Donc, on peut aller mettre ça comme, c'est un hyperlien, fait qu'on le met n'importe où là, dans nos rétroactions. Éric et ensuite José. Claudia, active ton micro, ma chère. Oui, bonjour. Mais bonjour. En fait, ma question, une suggestion que j'avais, parce qu'au préscolaire, disons que moi, je pensais peut-être à raconter une histoire, supposons, puis là, que les images sont en ligne, puis peut-être faire une petite clochette, puis que l'enfant l'écoute. Mais moi, je me disais, si jamais je veux retrouver l'enregistrement,
est-ce qu'il y a comme un site sur lequel ça s'enregistre ou c'est moi qui dois me rappeler où j'ai mis mes liens? Mélissa? Non, j'ai jamais vu de site. Parce que généralement, par exemple, vous allez voir avec Screencastify ou avec Loom, ça nous transfère tout de suite à un site web, dans le fond, où est-ce qu'on a accès à toutes nos vidéos. Talk and Comment ne fait pas ça. Non, hein? C'est vraiment un lien qui est créé, puis après ça, il n'y a plus accès. Là. Fait que, c'est ça. Mais, admettons qu'on ne veut pas utiliser Casina, puis là, je viens juste d'avoir l'idée, là. Il n'y a rien qui nous empêche de se créer, par exemple, un Google document qu'on va nommer, un Google document personnel dans lequel on va le nommer banque de notes vocales. Puis là, on donne un titre, puis on met l'hyperlien de notre note vocale, pardon. Comme ça, on les conserve, puis on peut les réutiliser. Fait que ça pourrait être une façon de conserver des notes sans avoir à toujours les refaire. Là. Très bonne question, Claudia, effectivement. Ça va pour ça. Donc, Annie qui a une idée aussi. Catherine Lalonde qui nous dit qu'elle dicte des messages aux parents au lieu d'écrire un courriel puis que les parents apprécient. C'est une super bonne idée de contexte d'utilisation. On peut l'utiliser pour des exerciceurs. Par exemple, le genre, le nombre, les classes de mots. On pourrait leur rappeler une manipulation syntaxique ou une façon de trouver le genre. Mets un ou une devant le nom. Oui, tout à fait. Il y a donc différents contextes là, dans lesquels on pourrait l'utiliser, mais merci de votre partage, effectivement. Donc, c'est une autre façon de faire. Mélissa, est-ce qu'on passe... je crois qu'on était rendu à Screencastify, hein, si je ne m'abuse, avant d'arriver à Forms. Oui, c'est ça. J'ai déplacé la diapo parce qu'après ça, on va pouvoir la réutiliser dans Google Formulaire. Parfait. Donc, j'y vais avec Screencastify. Là, je m'excuse si je prends beaucoup le plancher aujourd'hui, c'est qu'on économise la voix de notre amie Mélissa qui, à chaque automne, la perd habituellement. Fait que j'ai dit qu'aujourd'hui, on prenait soin d'elle, on est bienveillant. Donc, là, ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est la rétroaction vidéo. Et encore là, tout à l'heure, bon là, par exemple, je reprends le même contexte que tout à l'heure, je suis peu importe où sur le web et je veux donner de la rétroaction vidéo à mon élève. La plupart d'entre vous connaissez probablement Screencastify ou encore Loom, L-O-O-M. Ce sont deux outils de capture vidéo qui sont en ligne sur le web, mais qu'on peut utiliser aussi en dehors du contexte du web, parce que je pourrais très bien utiliser chacun de ces deux outils-là pour enregistrer, par exemple, si je baisse mes onglets, bien, je vais pouvoir enregistrer le contenu de mon bureau. Je pourrais enregistrer, donc, si j'ouvre un logiciel, ça va fonctionner quand même. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Puis les avantages de ça, c'est qu'encore là, ça va générer un lien Internet que je vais pouvoir aller coller n'importe où pour donner de la rétroaction à un élève. Et là, on s'entend, on est dans la Cadillac, là. On a la rétroaction audio, on a la vidéo. Puis en plus, Screencastify, je vous le propose aujourd'hui parce qu'il y a des outils d'annotation directement dans Screencastify qui me permettent d'écrire puis de pointer des choses au fur et à mesure que je fais de la rétroaction. Pourquoi Screencastify plutôt que Loom? Alors, Screencastify a une limite de temps de 5 minutes. Ça écœure. Par contre, Screencastify a aussi les outils d'annotation et ça, c'est le fun quand on fait de la rétroaction. Loom, au contraire, lui, il n'y a pas de limite de temps, mais il n'y a pas non plus d'outils d'annotation disponibles. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que pour une capsule vidéo, puis vous savez, on l'a dit depuis l'année passée, on tente de faire ce cours avec des élèves. Surtout au primaire, là, une capsule, ça ne devrait jamais dépasser 5 minutes. Donc, tentez d'être concis, d'être clair, mais normalement, quand on fait une capsule pour des élèves, on va tenter de restreindre ça le plus possible. C'est pour ça que je vous montre aujourd'hui Screencastify. Donc, Screencastify, si je clique sur l'extension en haut, je ne vous montrerai pas tout comment ça fonctionne. Je commence juste par vous dire, Claudia, tantôt, avait le point, super bon point, qui a dit « Ouais, mais où c'est que ça se ramasse après dans le... où est-ce que je peux retrouver mes captures audio hein, avec Talk and Comment? On ne peut pas les retrouver. Par contre, avec Screencastify ou Loom, Screencastify, donc ici, il y a ce qu'on appelle, quand je promène ma souris dessus, My Recordings, c'est une bibliothèque d'enregistrement. Et quand je clique dessus, tous les enregistrements que j'ai faits par le passé s'y retrouvent et en cliquant dessus, je pourrais régénérer un lien pour l'envoyer à des élèves, je pourrais le rééditer, le supprimer, etc. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il y a déjà dans Screencastify cet endroit-ci qui est bien intéressant. Je vais basculer dans une autre vue et je vais recliquer ici sur Screencastify pour le démarrer.
En passant ici, ils vous offrent d'upgrader pour enlever la limite de 5 minutes. Là. Ben, faites-le pas parce qu'ils vont sûrement vous donner un accès gratuit pour tant de jours, puis après ça tombe payant, puis ils vont vous demander d'entrer vos cartes de crédit et tout. Là, donc, faites pas ça. Donc, ici, je pourrais enregistrer soit un seul onglet d'Internet, hein, ça, moi, j'utilise jamais ça, soit tout mon écran d'ordinateur. Et là, c'est le fun parce que je peux basculer dans un logiciel qui est sur mon ordi. Je pourrais aller sur, je sais pas moi, sur mon Word, directement sur mon poste, sur mon bureau, peu importe, tout va s'enregistrer. Et je pourrais décider que c'est juste ma face, donc juste ma webcam qui va m'enregistrer. Ce n'est pas généralement ce qu'on souhaite, mais ça pourrait aussi. Dans le cas ici où on va faire un tutoriel pour nos élèves, je vais utiliser le desktop. Je vais choisir d'activer donc le microphone. Je pourrais le sélectionner aussi. Alors, moi, je vais prendre celui par défaut, mais vous voyez que j'en ai d'autres ici, des écouteurs avec un micro, etc. Et là, Embed Webcam. Donc, je veux, oui, que ma caméra prenne une petite miniature de mon visage et je vais pouvoir la promener où je veux pendant ma vidéo. Donc, elle ne sera pas trop dans les jambes. C'est le fun pour les élèves de nous voir la binette, même si nous, on n'aime jamais se voir en vidéo. C'est quand même intéressant quand les élèves nous voient. Donc, moi, je vais le laisser là. Et ce qui est super intéressant ici, c'est Show More Options. Et c'est ici que, par défaut, là, ça ici, c'était désactivé. Là. Donc, les options ici, c'est de montrer les outils de dessin. Show Drawing Tools, c'est vraiment mes outils que je vais d'annotation. Puis, ben, mon countdown, ça me dit combien de secondes que je veux être notifié avant que ça parte. Puis là, je vais y aller Record. Donc, vous voyez déjà ma miniature qui est en train de se générer. Et ici, on me dit, vous partagez l'intégralité de votre écran. Je dois cliquer dessus une fois. Ça devient tout bleuté autour. Là. Il y a un petit cadre bleu. Fait que j'ai cliqué dessus et je fais partager. J'autorise donc le partage. Vous voyez le décompte. Et vous voyez aussi maintenant, donc là, ça enregistre présentement. Je vois un petit point rouge sur mon application en haut, mon extension, qui m'indique qu'il est en train d'enregistrer. Et je vois ici ma miniature, donc je pourrais la déplacer dans un coin où elle ne fera pas trop de dommages. Et puis en bas ici, j'ai mes outils d'annotation. Alors, par défaut, j'ai une petite flèche, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, par exemple, le Highlight Clicks. Ça veut dire que le premier, c'est chaque fois que je clique, ça fait des ronds rouges, des cercles rouges qui indiquent à l'élève ce que je fais. J'ai aussi l'option, toujours en gardant celle-là d'activer, je pourrais cliquer complètement à gauche sur le focus sur la souris. Et là, vous voyez qu'aussitôt que je déplace ma souris, le focus est activé. Puis en plus, j'ai encore les clics rouges d'activer. Et je pourrais venir décider de désactiver la souris, désactiver les clics rouges. Et là, j'ai un crayon que je peux utiliser avec les différentes couleurs pour pouvoir dessiner, écrire. Et j'ai aussi, bien sûr, l'efface qui va me permettre d'effacer tout ça. Puis, j'ai l'option aussi de ma caméra là, de désactiver la caméra qui est intégrée là, ici ou non. Donc, lorsque j'ai terminé, je reclique sur mon bouton rouge en haut de Screencastify. Et là, vous voyez, ce qui s'offre à moi, c'est soit de le mettre direct à poubelle, soit de le recommencer, ou encore de cesser l'enregistrement d'écran, ou même je pourrais faire pause puis aller me prendre un café puis revenir. Là, ici, on va faire stop. Et là, où est-ce que ça m'amène? Bien, ça m'amène dans ma bibliothèque, vous voyez, de toutes mes vidéos, mais automatiquement, ça m'amène à la vidéo que je viens de filmer et ça l'a démarré juste ici. Là, je vais la mettre sur pause. Et puis, par défaut, elle est mutée, là, excusez, le son est désactivé. Alors, par défaut, il faudrait que je clique ici. La miniature, donc je pourrais la déplacer dans un... Là, vous voyez qu'aussitôt que je clique, elle part la vidéo. Et là, dans cette fenêtre-ci, je pourrais venir éditer ma vidéo. Fait que je pourrais décider de couper le début, couper la fin. Sur mon application en haut, pardon. Couper le début, couper la fin. Je pourrais donc sauvegarder ça. Donc, il est en train de faire la modification que je viens de lui demander. Il a coupé quelques secondes au début. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se retrouve à votre droite. Donc, par défaut, comme je vous dis, je ne suis pas obligée de toucher à rien. Point rouge sur mon application en haut, mon extension qui m'indique, je ne suis pas obligée de toucher à rien. Aussitôt que je suis dans cette fenêtre-là, je n'ai qu'à copier le lien ici, qui est un lien donc partageable sans restriction. Je pourrais cliquer sur plus d'options, puis mettre ça privé ou juste semi-privé ou juste pour le CSS de Laval. Donc, vous voyez, j'ai plein d'options de partage qui sont vraiment le fun. Par défaut, c'est public. Donc, moi, je le laisserai comme ça pour mes élèves, tiens. Et puis, je vais faire copier le lien. Et puis, le lien ici qui est copié, là, je vais pouvoir aller le coller n'importe où. Alors, ce lien-là, bien, je pourrais aller le mettre, je ne sais pas moi, dans mon travail d'élève. Puis, encore là, ici, décider de venir mettre un lien vers regarde ma vidéo.
Puis, je vais aller coller le lien. Hop! Puis, automatiquement, ça va devenir un hyperlien. Et si mon élève clique dessus, il va le visionner sur le web directement comme une vidéo, là, vraiment en point WebM, qui est un nouveau format depuis quelques années. Là, ça prend quelques secondes avant que ça charge, évidemment, parce que c'est une vidéo, c'est quand même lourd. Et l'élève pourrait venir cliquer sur lire. Point rouge sur mon application en haut, et voilà, ça fonctionne super bien. Donc, le rendu visuel et le rendu audio aussi est excellent. La même chose avec Loom, là, généralement. Donc, ça, c'était pour Screencastify. Et là, ben, comme vous savez, je pourrais revenir ici sur Screencastify dans tous mes enregistrements. Et là, j'en ai 4 maintenant, j'en ai plus juste 3. Puis vous voyez que celui que j'avais enregistré tout à l'heure, je pourrais cliquer dessus, qui est un vieil enregistrement, et retrouver mon lien ici, qui est un lien partageable. Je pourrais publier ça sur YouTube, je peux même télécharger la vidéo. Donc, plein de choses qu'on peut faire avec ça. Très, très facile à utiliser, puis très bien intégré dans notre environnement Google. Francine? C'est peut-être juste un commentaire parce que c'est vraiment pratique. Lorsque tu fais ta vidéo, tu peux la déplacer directement dans ton Classroom. Oui, absolument. Ça se fait rapidement. Merci de me l'avoir apporté. Oui, je n'avais pas pensé vous partager ça, mon Dieu. C'est une des fonctionnalités. Une des choses qui fait que j'adore aussi ça ici, c'est qu'on peut publier... attends une petite seconde. Si je reviens ici... Show More Options. Il fallait que je clique sur Show More Options parce que par défaut, il me donnait juste l'option de publier sur YouTube, avoir le code embed puis l'envoyer par courriel. Mais quand j'ai cliqué sur Show More Options, j'ai Share to Classroom. Fait que je peux prendre ma vidéo, aller la porter directement dans un Classroom et puis là, dire, bon, ben, je partage ça avec qui? Ben, avec mon cours bidon. Puis là, je choisis une action. Qu'est-ce que je fais avec cette vidéo-là? J'élabore un devoir, je pose une question, je fais une annonce ou je crée un support, tu sais, la fameuse documentation. Ben, je vais faire un devoir. Puis là, je vais faire OK. Puis automatiquement, regardez, ma vidéo, elle est intégrée dans mon devoir. Là, je vais renommer mon devoir pour dire, ben, tu sais, donner un titre au devoir, puis des instructions. Puis je dirais aux élèves, écoutez ça, puis revenez-moi avec, je ne sais pas, faites-moi un Google Doc avec ça ou whatever. Puis je publierai mon devoir. Fait qu'on est vraiment dans l'intégration, quand je disais Google, là, justement, qui est vraiment facilitant. Merci beaucoup, Francine, de nous avoir ramené à l'ordre. Tu vas avoir ton pourcentage de paye le mois prochain. On n'aurait pas dit ça au début de l'année. Non, on a beaucoup appris. Donc, un gros merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou des questions par rapport à Screencastify? Sinon, je laisse la parole à Mélissa pour Forms, qui est notre dernier morceau. Oui, dernier petit bloc, donc Google Forms. Si jamais vous n'êtes pas habitué d'utiliser Google Formulaire, vous savez, on vous fait toujours suivre un courriel suite à nos formations là, avec tout plein de ressources parce qu'en cours de route, on se fait poser des questions et tout. Donc, on ajoute tout le temps du contenu. Ça va en faire partie. Donc, la série de tutoriels sur l'utilisation de Google Formulaire. Donc, si vous n'êtes pas habitué de travailler avec Forms, vous allez recevoir les tutoriels qui sont aussi disponibles sur la trousse numérique, évidemment. Alors, dans Google Formulaire, ce qui est le fun, c'est que quand on commence à l'utiliser, c'est aussi possible d'offrir de la rétroaction quand même assez élaborée aux élèves. Bon, là, je m'excuse, mon mari est à la maison puis il fait à manger. Alors, on entend l'alarme de feu derrière. Non, il se fait juste une toast, Mélissa, oui, puis on entend tout le temps l'alarme de feu. À sa défense, dès qu'on fait une toast, l'alarme part. Fait que, pauvre petit. Dites-lui pas que j'ai parlé de lui comme ça. Alors, je tiens à préciser qu'il fait vraiment bien manger quand même. Alors, Google Formulaire, c'est ça. Donc, on peut offrir de la rétroaction quand même assez détaillée, assez poussée, et ça pour chaque question qu'on va poser à l'élève. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous partage tout de suite mon écran. Il faudrait que je clique sur « Partage » un instant. Okay, je vais le partager comme ça. Voilà. Alors, Maryse, peux-tu juste confirmer que vous voyez mon disque Google Disc? Oui, c'est le cas, Mélissa. OK, excellent. Donc, je vais partir d'ici juste au cas où il y a des gens qui ne travaillent pas avec Google, avec Classroom. Mais sachez que quand vous êtes dans Classroom, vous pouvez toujours, quand vous créez un questionnaire, c'est un Google formulaire qui est généré.
Alors là, si je passe par Google Disc, je crée un formulaire juste ici. Et là, ici, je suis en sondage. Donc, c'est techniquement pas un questionnaire pour lequel je vais pouvoir ajouter des points, ajouter des commentaires ou quoi que ce soit. Pour le transformer en questionnaire, je dois cliquer sur la petite roue dentée des paramètres. Et ici, j'ai questionnaire. Je dois venir convertir en questionnaire mon formulaire. Donc là, je vais avoir, puis là, il y a d'autres petits paramètres ici là, sur lesquels je ne m'attarderai pas pour l'instant. Vous allez les voir dans les capsules vidéo sur Google Formulaire. D'ailleurs, un super webinaire là, qui avait été donné par notre collègue Clément, là, qui est présent aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va vous faire suivre. Alors ici, c'est mon questionnaire. Encore une fois, si vous passez par Classroom, vous n'avez pas à faire cette étape-là parce que c'est un questionnaire qui est généré dès le départ. Alors, j'ai mes questions. Quand je bâtis mon questionnaire, puis là, vous voyez qu'on a beaucoup de choix de types de questions, que ce soit une réponse courte, un paragraphe, un choix multiple, des cases à cocher, une liste déroulante. Je pourrais également demander à un élève de téléverser un fichier. Donc, par exemple, si je travaille, je ne sais pas moi, le son ou dans les mots, là, je pourrais demander à l'élève, prends en photo un objet dans la maison dont le nom contient le son ou. Et là, il doit téléverser le fichier, sa photo. Une échelle linéaire, une grille à choix multiples, grille de cases à cocher. Bref, on a quand même pas mal d'options. Et pour chacune de ces options-là, peu importe le titre, j'ai toujours la possibilité d'offrir de la rétroaction qui est comme planifiée. Alors, si je clique sur « Clé de correction », dans le fond, c'est pour faire mon corrigé. Bon, je peux déterminer le nombre de points que ma réponse vaut, ma question vaut, pardon. Mélissa, peux-tu juste ajouter 2-3 choix de réponse pour pouvoir, si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse avant? C'est parce que c'est un paragraphe, c'est pour ça. OK, c'est ça. Vas-y par choix multiple. Que je vais aller avec un choix multiple. Oui, vas-y avec différents choix de réponse. Bon, voilà. Sélectionne laquelle est la bonne réponse aussi après. Oui, dans ma clé de correction, c'est bon. C'est ça. Alors, ici, bon, j'ai mes choix multiples, mais ça pourrait être autre chose. Donc, dans mes... Quand je clique sur ma clé de correction, donc, je dois choisir c'est quoi ma bonne réponse. Donc, juste en cliquant dessus, ici, je viens de dire que la bonne réponse, c'est 2. Et je peux ajouter des commentaires automatiques. Et là, peu importe ce que je fais après ça dans Google Formulaire, que ce soit un commentaire automatique ou que ce soit des commentaires que j'ajoute suite aux réponses des élèves, j'ai toujours les mêmes options. J'ai toujours la possibilité de saisir un commentaire, d'ajouter un hyperlien ou d'ajouter une vidéo. Et j'ai dit « ou », mais j'aurais dû dire « et ». Je peux saisir un commentaire et ajouter un hyperlien et ajouter une vidéo. Mais ça, c'est ce qui est préprogrammé. Alors, dès que mon élève a une réponse incorrecte, je pourrais saisir un commentaire d'emblée, je ne sais pas moi, besoin de plus d'études ou peu importe, on essaie d'être quand même assez précis, peu importe, là. Un peu plus d'études, peut-être. Ça, c'est pas super gentil, là, mais bref, vous comprenez le principe. Je pourrais venir ajouter une vidéo. Je vous conseille, au lieu de faire une recherche de vidéos dans YouTube, là, qui peut être quand même assez laborieuse, je vous dirais plutôt d'aller chercher une vidéo qui existe déjà, là, que vous allez la chercher dans le fond, puis que vous copiez l'hyperlien. Bon, là, ça n'a pas rapport. J'ai choisi l'étape 2 de Bookings. C'est ce que j'avais sous la main. Donc, si je clique sur URL, là, je peux venir coller ma vidéo. Alors, je peux l'insérer ici. Donc là, j'ai ma vidéo. Puis, j'ai un hyperlien. Donc, ça pourrait être un lien vers un autre site web. Par exemple, ici, si je me dis l'élève doit lire ce site web-là. Et là, il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur « Ajouter » pour ajouter mon hyperlien. Donc là, c'est vraiment dense. Là. Vous n'allez pas donner autant de rétroaction que ça pour une réponse incorrecte, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel de tout ce qu'on peut faire. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que je pourrais aussi utiliser mon Talk and Comment. Alors, j'enregistre ma rétroaction à l'élève. Peut-être que tu devrais étudier davantage, revoir telle notion, mais décourage-toi pas, etc., etc. Et là, je viens copier mon lien.
je le mets en hyperlien. Je peux indiquer quel est le texte à afficher. Là, c'est une option qui est, c'est facultatif, mais quand même, c'est ma note vocale, par exemple, que je pourrais nommer à l'élève. Encore une fois, il ne faut pas oublier de faire ajouter, parce que sinon, ça ne se sauvegardera pas. Et vous voyez que la note est là. J'enregistre. Donc, ça, c'est si c'est une mauvaise réponse. Je peux faire la même chose après ça si c'est une bonne réponse. Ici, la clé de correction, si je reclique sur le crayon, donc là, je peux venir faire la même chose pour une bonne réponse. Alors ça, c'est dans le cas où, dans le fond, je suis en train de bâtir mon questionnaire, puis je veux offrir une rétroaction très rapide à l'élève au moment même où il répond à son questionnaire ou quand je le renvoie aux élèves. Je pourrais envoyer là, le lien vers des notes de cours qui sont, par exemple, en PDF dans mon Drive. Je pourrais le renvoyer l'élève vers des capsules d'Allo Prof. Je pourrais le renvoyer vers... Ouais. Fait que, pour aller démystifier, par exemple, si quelque chose qui portait sur l'air puis il s'est trompé avec le volume ou peu importe, là, ou le périmètre, bon, là, vous savez déjà quelles sont les choses, les erreurs types des élèves. Merci. Vous savez quelles sont les erreurs types des élèves, donc vous pouvez à l'avance prévoir le coût pour apporter de la rétroaction pour ces élèves-là qui vont faire cette erreur-là que vous pouvez prévoir à l'avance souvent. Ça, ici, vous avez un exemple. C'était une pratique, une compréhension en lecture que j'avais fait sous forme de Google Formulaire. Donc, les élèves avaient le texte papier. Ils devaient l'annoter, tout ça, laisser les traces de leur stratégie de l'enseignement réciproque. Et par la suite, dans le fond, je leur avais envoyé ce formulaire-là. Et dans mes réponses, c'est sûr que je peux avoir le résumé puis les réponses par question, mais j'aime bien travailler de façon individuelle pour avoir une vue d'ensemble sur ce que l'élève a été capable de produire, là, de réaliser. Donc, je vais juste prendre un autre élève parce que lui, je l'avais déjà pris. Alors, vous voyez que pour toutes mes questions, je peux ajouter des commentaires individuels. Et là, c'est des questions à choix multiples et tout, sauf que je peux aller, ici, on est en interprétation, donc ce sont ici, j'avais une réponse courte. Je peux encore ajouter un commentaire individuel. Pour ma réponse, j'avais une réponse longue, je ne me souviens plus. Je pense que je l'ai retirée. Alors, en interprétation, par exemple, ajouter des commentaires individuels, je peux le faire. Puis, comme je vous disais, c'est toujours les mêmes options. Donc, je peux saisir un commentaire écrit. Alors là, je peux vraiment me donner, vraiment ajouter plein d'informations pour l'élève. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir ajouter ma note vocale. Ou si, par exemple, je veux faire une démonstration à l'élève, je m'ouvre une autre fenêtre et là, j'utilise Screencastify pour lui montrer, je ne sais pas, moi, lui donner un exemple. Mettons, c'est un exemple, un exercice en grammaire. Et là, je veux lui montrer comment accorder, par exemple, son participe passé qui est employé seul, son adjectif participe. Alors là, sur ma vidéo, je peux laisser les traces comme Maryse vous a montré là, avec la notation puis tout ça. Je lui donne des indications supplémentaires. Je copie le lien de ma vidéo et je viens le déposer juste ici dans le lien vert. Je prends soin d'ajouter encore une fois. Et mon élève a sa rétroaction vraiment spécifique pour lui. Alors, il y a quand même, ça a beau être un formulaire, des questionnaires qui peuvent être tout auto-corrigés, mais il y a moyen d'offrir de la rétroaction assez poussée là, aux élèves. Soit que ce soit une rétroaction qui s'adresse à tous ou après ça, on a la chance d'aller personnaliser nos rétroactions. Alors, fort intéressant. Fait on vous a présenté quelques outils, mais c'est juste Talk and Comment, puis Screencastify, ça fait un monde de différence là, au niveau de la rétroaction des élèves. Alors, c'est pas mal ça. Camille, en fait, c'est notre dernier outil de rétroaction parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent les PDF avec les élèves. Ceci dit, on va tendre le plus possible vers l'utilisation de Google Documents plutôt que de PDF pour la simple et bonne raison que présentement, vous le savez, hein, quand j'ouvre un PDF avec Annotate with Camille, bon, je peux annoter par-dessus, mais l'année passée, on avait commencé avec Docub, puis à un moment donné, Docub ne marchait plus parce que ce sont des outils tiers qui sont développés par monsieur, madame,
ben, Camille, non, là, c'est quand même une bonne compagnie derrière ça, mais parfois, ça peut être monsieur, madame, tout le monde là, qui crée des extensions, qui obtient un brevet là, de la part de Google, puis ou à un faible coût, puis voilà, il met ça en ligne, puis n'importe qui peut l'utiliser. Fait que là, oui, ça fonctionne, mais ce sont quand même des outils desquels on dépend. Si demain matin, Docob, soit dit en passant, qui fonctionne encore pas parfaitement bien, mais certaines personnes l'utilisent, là, on n'empêche pas son utilisation, mais qui ne fonctionnait plus bien pour rendre un devoir dans Classroom pour l'élève. Donc, on s'est tourné vers un autre outil que d'autres enseignants nous ont recommandé aussi. Ceci dit, il pourrait arriver un moment donné où ça fonctionne moins bien. C'est pour ça qu'on se dit, on a plus de choix, on a plus de fonctionnalités avec Google Doc. Puis là, je ne vous dis pas demain matin, il faut que tous vos PDF soient transformés en Google Doc, parce que oui, on peut faire ça. Ceci dit, ça fonctionne généralement bien là, de transformer un PDF en Google Doc. Puis la procédure pour faire ça, elle est sur notre site web et en passant, on va vous l'envoyer aussi dans notre courriel récapitulatif. Mais vous pouvez, en attendant quand même, si vous avez senti le besoin d'utiliser absolument un PDF, notamment quand il y a beaucoup de tableaux, quand il y a beaucoup d'images, peut-être que vous souhaitez utiliser le PDF. Donc, pour annoter, un élève pourrait, par exemple, ouvrir un PDF avec Camille. Et soit dit en passant, les élèves, donc, pour ouvrir le PDF, peut-être que votre examen est en PDF puis qu'il y a des champs de réponses là, à l'intérieur. Alors, il va pouvoir aller inscrire ses réponses. Je vais rapetisser mon écran un petit peu. Voilà. Là, c'est n'importe quel document que j'ai pris. Ce n'est pas un document nécessairement d'élève, mais disons qu'il y avait une case de réponse ici. Bon, notre élève peut aller utiliser, par exemple, une boîte de texte et venir comme ça, simplement cliquer à un endroit. Oh, pardon. Il faut que je me copie quelque chose. Ça a l'air, il faut que je me crée une copie. Voilà. Je trouvais ça drôle aussi que je n'avais pas d'option bloquée ici, parce qu'on a des options bloquées, là, vu que c'est pas la version, on a la version gratuite plutôt de Camille. Donc, vous voyez qu'il y a des petits cadenas. Mais mon élève ici pourrait venir, par exemple, utiliser une boîte de texte, puis venir cliquer à l'endroit de son choix pour venir écrire. Et là, il est petit ce texte. Il est en 1.5. Hein. On va grossir ça en... Oh, excusez, c'est pas la bonne chose. C'est Pourquoi c'est en si petit? Excusez, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct, manifestement. Bon, on va grossir ça un petit peu. C'est parce que mon document était très gros, puis j'ai rapetissé mon affichage de 50 %. C'est pour ça. Bref, la boîte de texte, ici, bon, l'élève peut venir écrire, peut tasser sa boîte de texte, etc. Il peut, et là, vous, pour faire votre rétroaction, alors vous arrivez dans le document de l'élève, puis vous pouvez décider ici d'utiliser le marqueur, le text highlighter, par exemple, pour venir surligner, là, je surligne beaucoup de choses. On va y aller ici, tiens, pour venir surligner des passages de l'élève. Et là, vous allez voir, si je clique ailleurs, c'était en rose, c'était la couleur que j'avais sélectionnée, mais je pourrais basculer en jaune et venir faire donc du surlignement. Je pourrais surligner des boîtes de texte au complet. Alors, je pourrais dire, moi, je surligne tout ça ici en jaune. Je pourrais venir biffer donc du contenu. Alors, ça aussi, c'est une possibilité. Une minute, on va biffer. Voilà, c'est en rose. Là, on ne voit pas super bien, mais c'est biffé. Ensuite de ça, on peut surligner, etc. Une autre façon de faire nos commentaires, c'est vraiment la boîte de commentaires ici. Donc, si j'utilise le text comment, puis je clique n'importe où il y a du texte, automatiquement, ça me crée un petit point jaune. Donc, ça indique à l'élève où se situe le passage de son texte qui est en lien avec un commentaire. Et moi, comme enseignante, je pourrais écrire mon commentaire, ici. Et vous voyez un micro avec un fameux petit cadenas. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas limités puisque nous avons toujours ici notre outil Annotate. C'est quoi, non? Je suis perdue. Annotate. Pas la Annotate, c'est Talk and Comment. Merci, Talk and Comment. Alors, je pourrais il va te coucher, là, je vais continuer. Je peux venir enregistrer mon message vocal. Voilà, j'ai terminé. Je clique sur le petit lien, je le copie. Et hop, je m'en vais le mettre ici. Tiens, je vais faire un nouveau commentaire. Je peux même écrire un reply, là. Donc, tiens, je vais aller l'entrer là. Et quand je fais Enter, automatiquement, mon élève pourrait venir écouter mon commentaire. Là, ici, je ne suis pas capable de le lire parce que je suis en édition présentement, là, donc ça ne fonctionne pas. Mais si mon élève l'ouvre, évidemment, quand il clique sur le petit symbole, il va pouvoir écrire, il va pouvoir enregistrer écouter mon commentaire. Puis l'élève aussi, s'il a l'extension Talk and Comment, il peut venir lui aussi enregistrer un commentaire puis venir le coller là
pour faire une suite comme ça de commentaires audio là, que vous répliquez là, à l'intérieur d'un document sur PDF. Donc, ça, c'est ici. On a aussi l'outil d'écriture, hein, parce que parfois, on veut encercler ce que l'élève a fait. On peut aussi venir changer les couleurs, etc., l'opacité. On peut inscrire certaines, par exemple, des formes, ça peut être intéressant. On peut venir aussi faire des lignes et des triangles. Bon, là, on est rendu loin, là, mais on peut prendre le triangle. Puis, si on vient à l'outil de sélection, on peut, avec notre triangle, on peut venir changer beaucoup de choses sur ce triangle-là et notamment prendre l'un de ses sommets et le déplacer. Bref, plein de trucs qu'on peut faire et l'efface aussi, bien sûr, me permettra de tout effacer ce que j'étais en train de faire, sauf mes annotations. Et à ce moment-là, les annotations, pour les effacer, je crois que je vais devoir revenir ici pour pouvoir... bougez pas. Voilà, je dois cliquer sur mon annotation et il y a une poubelle qui apparaît. Donc, c'est un petit peu différent, excusez, là, pour les annotations. Donc, c'est une des façons, dans le fond, d'aller faire de la rétroaction. Là, évidemment, j'ai mis un commentaire vocal. Ça aurait pu être un commentaire aussi qui aurait été filmé, là, avec un commentaire qui provient de mon extension Screencastify, par exemple. J'aurais pu aussi aller insérer le lien là, puis l'élève aurait pu cliquer dessus. Voilà pour Camille. Et puis Camille, bien, ce qui est intéressant comparativement à Docob, c'est que l'élève qui travaille avec Camille, lorsqu'il a terminé, il n'a qu'à fermer Camille, puis automatiquement, la version de l'élève, quand on passe par Classroom, et que l'enseignant va ouvrir avec Camille, il va voir ce que l'élève a fait, puis l'élève aussi va voir ce que l'enseignant a fait sur un même document. Ça, c'est quand on passe par Classroom, évidemment, pour faire une copie d'un PDF à tous les élèves. As-tu été trop vite, ça, Mélissa? Non, c'était parfait.